Bonjour, cette séance vidéo est consacrée aux exercices sur les équations de compatibilité des déformations et aussi l'intégration des composants du tenseur de déformation en vue de déterminer le champ de déplacement associé. Avant de commencer les exercices proposés, j'aimerais bien vous faire un rappel de ce qui a été fait lors de la séance du cours précédente sur les équations de compatibilité. Alors, juste un rappel avant d'entamer les exercices. On considère un domaine. Ce domaine est constitué de particules qu'on peut appeler aussi éléments de volume. Chaque particule est localisée au niveau d'un petit rectangle dont les dimensions sont infinitésimales. Si on applique un champ de déplacement à ce domaine-là, au niveau de chaque particule ou chaque élément de volume, on aura un champ de déformation qui est donné par le tenseur epsilon, qui varie en passant d'une particule à une autre, et aussi une rotation rigide, mais au niveau local. Cette rotation rigide est définie par un tenseur oméga. Le tenseur oméga constitue la partie antisymétrique du gradient du déplacement U. C'est-à-dire, au niveau de chaque particule, on va déterminer ce tenseur de déformation et cet angle de rotation de tous les éléments. Il est évident qu'en mécanique des solides, où les atomes sont astreints à rester sur un réseau cristallin, on ne peut pas découpler le tenseur de déformation et les rotations locales. La continuité de la matière implique des restrictions sur la manière dont évolue l'état de déformation d'un point à un autre. Autrement, donc on aura des restrictions sur le champ de déplacement. Alors, si on implique une déformation, une transformation variant aléatoirement d'une particule à une autre, d'un point matériel à l'autre, ou dans le cas où le champ de déplacement n'est pas continu, on aura des problèmes de ce genre où on n'aura pas d'une continuité de la matière. Pourquoi? Parce que chaque particule va se déformer aléatoirement et tourner aussi d'une manière aléatoire. Et on n'aura plus de continuité de la matière. Vous voyez que les différentes particules qui étaient compactes avant à l'état non déformé vont se disloquer. C'est ce qu'on appelle des déformations incompatibles. Afin d'éviter ce genre de problème, il est nécessaire de vérifier les équations de compatibilité. Alors, deux voies peuvent être considérées. La première voie consiste à déterminer le tenseur de déformation et la rotation angulaire rigide locale à partir du champ de déplacement qui est constitué de trois composantes. Donc à partir des trois composantes de U, on détermine les 6 composants de epsilon, compte tenu de la symétrie, et les 3 composants du vecteur oméga. Ceci peut se faire en dérivant le champ de déplacement par cette équation qui donne les composants de epsilon, ou
cette équation qui donne les composants du vecteur rotation angulaire qui est associé au tenseur antisymétrique grand epsilon. Alors, dans ce cas-là, les déformations sont systématiquement compatibles. C'est-à-dire il n'y a pas lieu de vérifier les équations de compatibilité. Cependant, dans le cas réciproque, ou dans le cas d'un cheminement inverse, si on a le tenseur de déformation ou les rotations et on veut déterminer le champ de déplacement. Dans ce cas-là, on doit le faire par intégration des composantes du tenseur de déformation. Je vous rappelle que les équations de compatibilité sont écrites en fonction du tenseur de déformation et non pas en fonction des composants de oméga. Pour ce faire, on doit faire une intégration. Là, la compatibilité n'est pas systématique, mais on doit la vérifier. Pour la simple raison que ces équations de compatibilité correspondent exactement à les conditions d'intégrabilité des epsilon pour trouver les différentes composantes du vecteur U. Alors, je vais vous rappeler aussi ce qui a été fait. La dernière fois, on a démontré ces équations de compatibilité. Et d'une manière générale, les équations de compatibilité peuvent être décrites d'une manière matricielle par le rotationnel, du tenseur de déformation. Mais compte tenu que le tenseur de déformation est symétrique, il ne comporte que 6 composantes. Ces équations en coordonnées cartésiennes peuvent être réduites à 6 équations. Dans ce cas, nous pouvons considérer un tenseur de déformation epsilon qui est déterminé par rapport à une base en coordonnées cartésiennes x, y, z. Les équations de compatibilité sont des équations aux dérivées partielles qui permettent de lier ou de relier les différentes composantes de ce tenseur qui sont écrites en fonction des dérivées partielles par rapport aux coordonnées de la base. Voici grosso modo le contenu la philosophie de ces, si vous voulez, la genèse de ces équations de compatibilité qui sont faites uniquement pour trouver un champ de déplacement continu et de s'assurer dès le départ qu'il y a une intégrabilité de ces relations-là pour trouver le champ de déplacement. Voilà. Donc on va vous proposer au cours de cette séance vidéo 6 exercices qui ont trait à cette thématique. Le premier exercice. Examiner sur le tenseur de déformation epsilon, lequel est exprimé dans un système de coordonnées cartésiennes x, y, z, et des vecteurs unitaires de la base, vérifie les conditions de compatibilité des déformations. Et on donne le champ de déformation. Donc on remarque que le champ de déformation, il est déterminé en fonction des coordonnées de chaque point ou de chaque particule et
d'un nombre infiniment petit k. Voilà le tenseur considéré, déformation, et on doit vérifier ces 6 équations de compatibilité. Prenons ces équations une par une. Première équation. On dérive deux fois epsilon xx par rapport à la coordonnée y, plus la dérivée de epsilon yy, dérivée seconde par rapport à la coordonnée x. Cette somme doit être égale à deux fois la dérivée de la composante epsilon x, y par rapport à x et par rapport à y. Epsilon xx. Cette composante qu'on doit vérifier. Celle-ci. On doit la dériver par rapport à y. Vous voyez bien qu'elle ne dépend pas de y. Donc sa dérivée est nulle. Cette dérivée est nulle. Cette composante est nulle. La composante y, elle est égale à 0. Donc ce terme-là, égal à 0, est égal à deux fois epsilon x, y, que je dois dériver par rapport à x et par rapport à y. Or, la composante x, y ne dépend pas de x. Donc cette dérivée est égale à 0. Donc la première équation de compatibilité est vérifiée. On va maintenant examiner la deuxième équation. Pour cela, d'abord, on va effacer ce qui a été fait. Deuxième équation. Epsilon y est égal à 0. Donc, epsilon zz, on dérive deux fois par rapport à y. Epsilon zz, on dérive deux fois par y. Donc, on dérive deux fois, une première fois, ce sera 2yk. Une seconde fois, donc ça va être 2k. Donc cette composante est égale à 2k. Epsilon yz, epsilon yz, c'est kx. On la dérive par rapport à y et par rapport à z. Elle ne dépend pas de z. Donc cette dérivée est nulle. Or, le membre de gauche de cette deuxième équation est égal à 2k. Le membre de droite est égal à 0. Il est impossible que 2k soit égal à 0. Donc cette équation n'est pas vérifiée. Donc si au moins une équation n'est pas vérifiée, on dit que les équations de compatibilité ne sont pas vérifiées. Il suffit qu'il y ait une équation qui n'est pas vérifiée pour que qu'on ait une incompatibilité. On va vérifier quand même quelques-unes juste pour comprendre
comment on traite chacune des équations. La troisième, epsilon xx. On la dérive par rapport à z. Il ne dépend pas de z. C'est epsilon zz. Epsilon zz. Vous voyez que c'est y2. Elle ne dépend pas de x. C'est égal à 0. Epsilon xz. Epsilon xz. xz. On la dérive par rapport à x et par rapport à z. Cette dérivée existe. Elle est égale à k. Donc, on a 0 et dans ce domaine, donc cette égalité ne peut pas être vérifiée. Donc, deuxième équation n'est pas vérifiée. La troisième équation n'est pas vérifiée. Donc, en tout, on a deux équations qui ne sont pas vérifiées. Quatrième équation. Premier membre, epsilon xx qu'on dérive par rapport à y et par rapport à z. Epsilon xx, elle ne dépend pas de z. Donc si elle ne dépend pas de z, cette dérivée est égale à 0. Epsilon xy qu'on dérive par rapport à z et par rapport à x. xy, c'est celle-là. C'est celle-là. Qu'on dérive par rapport à z et par rapport à x. Est-ce qu'elle dépend d'abord de voir avant de dériver? Est-ce qu'elle voir si elle dépend de z et de x? Oui, elle dépend de z, mais elle ne dépend pas de x. Donc cette composante est égale à 0. YZ, composante YZ, elle ne dépend que de x. Or, on la dérive par rapport à x deux fois, mais cette composante est égale à kx. Donc quand je dérive deux fois, c'est égal à 0. Epsilon xz. xz, cette composante. On la dérive par rapport à y et par rapport à x. Elle ne dépend pas de y. xz ne dépend pas de y. Donc cette composante est égale à 0. Donc ici, on a 0 égale 0. Cette équation est vérifiée. Quatrième équation. Epsilon y qui est égal à 0. Epsilon yz. yz, on le dérive par rapport à x et par rapport à y. Or, yz ne dépend pas de y, donc cette composante est nulle. Zx, qu'on dérive par rapport à y deux fois. Zx. On dérive par rapport à y deux fois. Elle ne dépend pas de y, donc ça c'est, elle est égale à 0. Composante x, y, qu'on dérive par rapport à z et par rapport à y. Cette composante, epsilon, x, y, c'est-à-dire epsilon, x, y, c'est-à-dire epsilon, x, y, elle est égale à k, facteur de y2 plus z au carré. On la dérive par rapport à z. Et epsilon x, y
on la dérive par rapport à z. Si je la dérive par rapport à z, ce sera 2z k. Et vous la dérivez par rapport à, quand je dérive par rapport à z, donc si je la dérive par rapport à y, encore c'est 0. La composante, dernière équation, epsilon zz. Je la dérive par rapport à x et par rapport à y. Zz, je la dérive par rapport à x et par rapport à y. Elle ne dépend pas de x. Donc c'est 0. Epsilon zx. Zx, je la dérive par rapport à y et par rapport à z. Elle ne dépend pas de y. Donc c'est égal à 0. Epsilon xy. X, y. On la dérive par rapport à z deux fois. Par rapport à z deux fois. D'accord? C'est cette composante que si je la dérive par rapport à z deux fois. Donc j'aurai une première fois, je dérive, ce sera 2kz. Une seconde fois, ça va faire 2k. Donc cette composante est égale à 2k. Epsilon yz, on la dérive par rapport à x et par rapport à z. Yz, elle ne dépend que de x, elle ne dépend pas de z. Donc cette composante est égale à 0. Donc pour cette équation, on aura 0 sur un membre, l'autre membre est égal à 2k. Donc cette équation ne peut pas être vérifiée. Donc on a trois équations qui ne sont pas vérifiées. Donc vous voyez, la première a été vérifiée, les deux suivantes n'ont pas été vérifiées, et la dernière équation n'est pas vérifiée. Vous voyez, ça on a démontré. Donc les composantes du tenseur de déformation ne sont pas compatibles. Exercice 2. L'état de déformation relativement à une base EI est donné par le tenseur de déformation. On donne le tenseur de déformation. Vous voyez que dans ce tenseur, compte tenu de la symétrie, pratiquement, on n'a qu'une composante, une seule composante. Compte tenu de la symétrie, on a une seule composante. Vous avez K, toujours, il est très petit. Première question, vérifier la compatibilité des déformations. C'est ce qu'on va voir. Donc on va se donner le tenseur et on va prendre nos 6 équations et on va voir quelle est l'équation, quelles sont les équations, l'équation à vérifier. Deuxièmement, en intégrant les déformations, démontrer qu'il n'existe pas de champ de déplacement continu pour cet état de déformation. Voilà. Donc, on a le tenseur. On va examiner quelle est la relation à vérifier. Parce qu'il est inutile d'avoir une équation qui vaut donc 0 égale 0. Ça, ce genre d'équation ne sert pas à déterminer les inconnus ou faire une démonstration. On va commencer par la première équation. On va chercher là où il y a epsilon xy. Epsilon xy. Donc là c'est 0.
là c'est 0, et j'ai cette relation à vérifier. Là c'est nul, donc ça, ce n'est pas, ça ne donne rien, ça donne 0 égale 0. Ça ne permet pas d'avancer. Epsilon 0, 0, xz, c'est 0. Ça, c'est 0 égale 0. Donc, ce n'est pas des équations qu'on peut comptabiliser pour résoudre un problème. On cherche uniquement, il y a epsilon x, y, ou yx. X, y. D'accord? Ici, j'ai x, y. Mais x, y ne dépend pas de z. D'accord? Donc ça, c'est 0. Et comme les autres composantes sont nulles, 0, 0, 0, la même chose. 0 égale 0. Donc, c'est une équation qui ne donne rien. On cherche uniquement la composante xy. Xy. Mais elle ne dépend pas de z. C'est égal à 0. Les autres composantes sont nulles. Donc on aura aussi 0 égale 0. Xy. Elle ne dépend pas de z. Donc c'est 0. Ça aussi, ça donne rien du tout. Donc, en tout, nous avons une équation à vérifier. On va voir, on va analyser cette équation et on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Là, on a 0, là, on a 0. Donc, c'est 0. Le membre de gauche égale 0. Le membre de droite, ça sera 2. Epsilon k, epsilon xy, que je dérive par rapport à x et y. Donc, epsilon x, y est égal à k, x, y. Donc, si je le dérive par rapport à x, par rapport à y, j'aurai égal à k. Ce terme-là sera égal à k. Donc, on aura 2 fois k. Comme 2k n'est pas égal à 0, donc ce champ de déplacement, ce champ de déformation n'est pas compatible. Donc, il induit automatiquement un champ de déplacement non continu. Donc, l'équation n'est pas vérifiée. Les composants du tenseur de déformation ne sont pas compatibles. Deuxième question. Deuxième question nous demande d'intégrer les déformations et de démontrer qu'il n'existe pas de champ de déplacement continu pour cet état de déformation. Alors, on va supposer qu'on a un champ de déplacement et que ce champ de déplacement, il a pour composant, puisqu'on est en coordonnées cartésiennes, UX, UY, UZ.
les données qu'on a, c'est epsilon xx égale 0, epsilon yy égale 0, et la composante epsilon xy est égale à 2k xy. Et on sait que epsilon ij est égal à 1 demi de u i virgule j plus u j virgule i. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, si on connaît epsilon, on peut aller à u en intégrant pour faire, en principe, pour faire cette intégrale, il faut s'assurer que les composantes du tenseur de déformation sont compatibles. On a vu que ce n'est pas compatible. Donc, je sais à l'avance que le champ U est incompatible. Ça, c'est juste pour l'exercice, pour le démontrer. La question nous dit démontrer. Donc, si c'était pour calculer U, ben, si on me dit directement de calculer U, ben, je dis carrément, puisque les composants du tenseur de déformation sont incompatibles, le champ U et le champ de déplacement U n'est pas continu, donc on n'a pas une solution à ce problème. Donc là, on nous demande de démontrer par les équations, les relations qui lient les composants du tenseur de déformation et le déplacement. Epsilon xx, c'est la dérivée de x par rapport à x. On va intégrer pour déterminer u de x. Donc la dérivée de u de x par rapport à x est égale à 0, puisque epsilon xx est égal à 0. En intégrant, u de x, c'est une fonction de y et de z. On fait de même pour la epsilon y. Epsilon y est égal à 0. Donc la dérivée de uy par rapport à y, elle est aussi égale à 0. Donc on va intégrer. Donc u de y, c'est une fonction g qui dépend de x et de z. Voyons maintenant pour la composante xy. La composante xy est égale à k, une constante, que multiplie x, que multiplie y. En même temps, la relation qui lie les composants de tenseur de déformation au gradient de u, donc ça sera 1 demi, dérivée de ux par rapport à x, ça veut dire que ui virgule j, c'est-à-dire i est égal à, ici, x, i c'est x, j c'est y, donc c'est u de x par sur des rangs y, plus des rangs uy sur des rangs x. Or, je sais que des rangs u de x, je connais sa forme. Il dépend de y et de z. Donc je vais dériver f de yz par rapport à y. J'obtiens aussi une fonction qui dépend de y et de z. Je n'ai pas de terme en x ici. La même chose. Des rangs uy sur les x. Je connais la forme de cette fonction. Elle dépend de x et de z. Donc je vais l'injecter à ce niveau-là et je vais dériver par rapport à x. Donc puisque les fonctions de x
et de z, sa dérivée par rapport à x, ça sera aussi une fonction de x et de z. Or, ces deux, pour ce membre-là, je vois que j'ai une addition de deux fonctions. Une fonction de y, z, où je n'ai pas le x, et une fonction g' de x, z, où il n'y a pas de y. Donc il est impossible de vérifier, de satisfaire cette condition. Là j'ai x, y, là j'ai y, j'ai pas de x. Et là j'ai x, j'ai pas y. Donc impossible. D'où cette équation ne peut pas être satisfaite. On va effacer pour... Cette équation ne peut pas être satisfaite car le premier membre de l'équation ne comporte pas de terme en x, y. Donc, il n'existe pas de champ de déplacement continu pour cet état de déformation. Faire un bon coup de balai, on va effacer surtout troisième exercice. Soit le tenseur de déformation epsilon, lequel est exprimé dans le système de coordonnées cartésien x, y, z. Et on donne ce tenseur qui est exprimé en fonction d'une fonction scalaire qui dépend de y et de z, des coordonnées y et z, et qui dépend aussi d'une autre constante nu. Donc f de x et z est une fonction scalaire, bêta et nu sont des constantes positives. La question posée. Montrer que pour que les déformations soient compatibles, il est nécessaire que la fonction f de yz soit linéaire en y et z. C'est-à-dire f de yz, il faut qu'elle soit linéaire en y et z pour que les déformations soient compatibles. Voyons. On va examiner ce champ de déformation et on verra quelles sont les relations de compatibilité à vérifier. On va faire le même examen que tout à l'heure. Équation par équation. Epsilon xx dérivé par rapport à y. Donc f de x, z, elle dépend de y. Donc ici on a une dérivée. Epsilon y, elle ne dépend pas de x. Donc cette composante est égale à 0. Est égale epsilon xy. Xy est égal à 0, cette composante est égale à 0. Donc la dérivée est égale à 0. Donc ici j'aurai
d rond carré epsilon xx sur d rond y au carré est égal à 0. Voyons la deuxième équation. Epsilon y, elle dépend de y. Donc, elle dépend plutôt de z. Donc, la z dérivée existe. Plus epsilon zz par rapport à y. Cette composante aussi existe. La composante yz est égale à 0. Donc, cette équation aussi, on aura à la vérifier, puisque ne donne pas 0 égale à 0. Epsilon x, la dérivée par rapport à z, deux fois par rapport à z. Donc, x, elle dépend de z. La composante epsilon zz dérivée par rapport à x. Epsilon zz, vous voyez, là, cette composante ne dépend pas de x. Donc, elle est nulle. Et composante x, z, elle est égale à 0. Donc, on doit aussi vérifier cette équation. Quatrième équation. Epsilon xx, yz. Donc, cette composante est non nulle. Alors, ce membre-là, donc il n'y a aucune, la fonction f ne dépend pas de x. Donc, toutes les dérivées ici par rapport à x sont nulles. En plus, on a les composantes hors diagonale, ils sont nulles. Donc, cette équation A est à vérifier. Donc, on a pour le moment 4 équations à vérifier. Epsilon y, elle ne dépend pas de x. Donc, ça donne 0. Les composantes ici hors diagonale sont nulles. Donc, ici, j'aurai 0 égale 0. Donc, c'est une équation qui, dans la résolution, ne va pas nous aider dans la résolution. Il est de même pour la dernière équation, parce que epsilon zz ne dépend pas de x, donc c'est 0, et ces composantes sont nulles, donc 0. Donc on aura à vérifier ces 4 équations. On va vérifier chacune, et pour déterminer la forme de la fonction scalaire f. Voilà la première équation. Première équation. On a epsilon xx. Cette composante est nulle, cette composante est nulle. Donc, epsilon xx, on va l'exprimer en fonction de la fonction f. Fonction f. Donc, je remplace epsilon xx par 1 sur bêta, qui est une constante f de y, z, fonction de y et de z. D'accord? Donc 1 sur bêta. La seconde dérivée seconde de f par rapport à y, qui est égale à 0. Et on va intégrer. C'est égal à 0. On intègre une première fois et on intègre une deuxième fois pour déterminer f de z. On trouve que f de z, ce sera une fonction de z que multiplie y, plus une constante que multiplie y, plus une constante. Deuxième équation à vérifier. Epsilon y, qu'on dérive par rapport à z, zz qu'on dérive par rapport à 2 fois par rapport à y, est égal
à cette composante epsilon y z qui est égale à 0, donc le deuxième membre sera égal à 0. Et comme epsilon y est égal à epsilon zz, on peut mettre le nu sur bêta en facteur avec le signe moins. On dérive 2 fois f par rapport à z et on dérive f 2 fois par rapport à y. Et comme on a trouvé dans la première équation la dérivée de seconde de la fonction f par rapport à y est égale à 0, donc on aura aussi la dérivée seconde de f par rapport à z aussi égale à 0. Et par similitude, on retrouve la même forme d'équation, sauf qu'ici, elle va dépendre de z. Donc on aura b, f de z, f de y, z, c'est une fonction de b, de y, une fonction b de y, qui multiplie z, plus une constante qui multiplie z, plus une autre constante. La troisième équation. La troisième équation va nous donner la même équation que l'équation précédente, c'est-à-dire elle va donner que la seconde dérivée de f de yz par rapport à z égale 0. Donc ça ne va pas nous avancer. Donc ça donne exactement la même chose. Alors, nous cherchons une solution. La solution, elle est constituée de la somme des des fonctions trouvées. On va sommer ces deux fonctions. Ensuite, on va vérifier cette relation. D'accord ? Vous voyez que là, le deuxième membre de cette équation est égal à 0. Il suffit de dériver 2 fois epsilon x par rapport à y et par rapport à z, avec l'équation qu'on a trouvée. Vous voyez que le deuxième terme est égal à 0. Le premier terme, c'est d de f, on la dérive par rapport à y et par rapport à z. C'est cette fonction. Si je dérive par rapport à y et par rapport à z, j'aurai la dérivée de la fonction de z sur dz plus la dérivée de la fonction de y par rapport à y est égale à 0. Comme az ne dépend de z, by ne dépend que de y, donc cette dérivée doit être égale à k et cette dérivée doit être égale à moins k pour que ça s'annule. Prenons la dérivée de a de z par rapport à az et on va déterminer az. Donc d de az sur dz est égal à k. Donc en intégrant, on trouve la forme de az. La même chose, je le fais pour by. Je trouve la forme de by. Je vais revenir à cette équation et remplacer a, z et by par les équations qu'on a trouvées. Donc on remplace ici, pour le moment, on n'a pas démontré que c'est égal à 0. Hein. Là, on n'a pas... donc, ça... On n'a pas montré ça. Donc, on devrait le... Voilà. Donc, AZ, Y multiplié KZ plus B, plus A1, plus A2, plus Z
que multiplie BY, je remplace BY par cette valeur, plus B1 plus B2. Voyons, on va, d'un côté, j'ai Y, KZ, c'est-à-dire K qui multiplie YZ. Et d'un autre côté, j'ai moins K qui multiplie YZ. Donc ces deux, ils vont s'annuler. Je cherche les termes en Y. Y qui multiplie deux constantes. B1 plus B2. Plus Z qui multiplie deux constantes. Plus deux constantes. Donc, si on considère ça, c'est égal à 0. B et A1, c'est des constantes, soit alpha. B1 plus B2, c'est bêta. A2 plus B2, puisque c'est des constantes gamma. Donc on aura la fonction f de z, ce sera AY plus B, Z, plus bêta avec Z, alpha Y, plus bêta. Cette composante est égale à 0. Donc, alpha Y plus bêta Z plus gamma est égal à cette fonction. Donc, on a démontré que pour que le champ de déformation, le tenseur de déformation, les relations entre déformations soient compatibles, il faut que la fonction YZ soit linéaire en Y et en Z. Exercice 4. Vérifiez si les déformations suivantes sont compatibles. On donne epsilon 1,1, epsilon 2,2 et epsilon 1,2 qui sont fonctions des coordonnées x1 et x2. Et on remarque qu'on n'a pas x3 pour ces équations. A, B et C sont des constantes. Voilà. Voilà mes équations. La question qui est posée. Vérifiez si les déformations suivantes sont compatibles. Donc on va écrire nos équations, les composantes du tenseur de déformation. Vérifier si elles sont compatibles, c'est-à-dire si elles vérifient les équations de compatibilité. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Première équation. Epsilon xx. Voilà. Il faut préciser que ici on a x1 ça veut dire que c'est x, x2, y et x3 c'est z. Or x3 égale à z, et x3 ici, il n'y a pas de x3. Donc ici, z égale à 0. On est dans le cadre d'un plan. Epsilon xx que je dérive par rapport à x2 plus epsilon yy que je dérive par rapport à x1 égale à 2 fois epsilon x y qu'on dérive par rapport à x et par rapport à y.
Donc c'est des équations aussi aux dérivées partielles. Epsilon xx, c'est ça. On peut dériver par rapport à x2, il dépend de x2. D'accord? Y, voilà. Il dépend on le dérive par rapport à x1. Donc ça existe. Xy, il dépend de x1, x2, c'est-à-dire qu'il dépend de x et de y. On peut dériver. Alors, toutes les dérivées par rapport à z sont nulles. D'accord? Là où il y a une dérivée par rapport à z, parce que là, donc, ça c'est nul. Epsilon zz est nul. Epsilon xy et yz est nul. Donc, cette équation est dans 0 égale 0. Dérivée par rapport à z égale à 0. Epsilon zz est nul. Epsilon xz est nul. D'accord? Donc, dérivée par rapport à z, ici c'est nul. Les composantes x, y ne dépendent pas de z, c'est nul. Cette composante et cette composante est nulle. Ces deux composantes sont nulles. La composante epsilon y ne dépend pas de z, c'est 0. Ne dépend pas de z. Les composantes diagonales, enfin hors diagonale, yz et zx sont nulles. Et epsilon xy ne dépend pas de z, ne dépend pas de x3. Donc c'est 0. Voyons la dernière équation. Epsilon zz est nul. Et toutes les dérivées, il n'y a aucune qui dépend de z. Donc, donc on a ce nombre-là est nul. Donc on a uniquement une équation à vérifier. C'est la seule équation à vérifier. Donc on doit déterminer les dérivées partielles et vérifier si c'est compatible ou pas. On dérive epsilon 1 par rapport à x2. Deux fois. D'accord? C'est 2a x1. Je dérive par rapport à x2 parce que je dérive comme 2x1 qui multiplie 2x2. D'accord? En dérivant une seconde fois, j'aurai 2ax1. Epsilon 2, la dérivée, je la dérive deux fois par rapport à x2. Deux fois par rapport à l'énoncé, il faut voir. Donc là, en principe, on dérive l'équation de compatibilité ici. Pardon. C'est x1. On dérive par rapport à x1. On dérive deux fois par rapport à x1. Donc si je dérive par rapport à x1, on aura je dérive une première fois. Ce sera 3 sur 3 b x1 au carré. Et je dérive une seconde fois. J'aurai 2 b x1. Donc là, c'est x1. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Là, c'est ça. Il me reste cette composante.
epsilon 1, 2 que je dérive par rapport à x1 et par rapport à x2. Par rapport à x1 et par rapport à x2. Supposons que je dérive par une première fois par rapport à x2, ce sera cx1 au carré, et au dérivé par rapport à x2, j'aurai 2cx1. 2c x1. Voyons maintenant notre équation, qu'est-ce qu'elle va donner? Deux a x1 plus 2bx1 n'est pas égal à cx1, parce que là j'ai a, là j'ai b, et là j'ai. Donc l'équation de compatibilité n'est pas vérifiée. On a une équation qui n'est pas vérifiée. Donc le champ de déformation, le tenseur de déformation est incompatible. Donc on ne peut pas chercher un champ de déplacement continu. On arrive au dernier exercice. Une poutre de section transversale rectangulaire est encastrée à une extrémité. On a une poutre qui est encastrée à une extrémité. Et sollicitée par une force P à l'autre extrémité. La figure ci-dessous illustre la géométrie de la poutre et son chargement par rapport à une base orthogonale mais cartésienne, c'est-à-dire la base x1, x2 et x3. On a représenté la section et le chargement et la géométrie de cette poutre. Les dimensions de la poutre sont longueur, la hauteur elle est égale à 2h, hauteur de la section 2h, et largeur B. La question qui est posée. D'abord, je pense que ce genre d'exercice, vous l'avez fait en résistance des matériaux, c'est une flexion des poutres. Selon la théorie de flexion des poutres, les déformations en un point de coordonnées x1, x2 sont comme suit. On donne le tenseur de déformation. Epsilon 1,1, epsilon 2,2, epsilon 1,2. Les autres composantes sont nulles. E et mu sont respectivement le module du Young et le coefficient de Poisson du matériau de la poutre. I étant le moment d'inertie d'une section droite de la poutre par rapport à l'axe x3, par rapport à l'axe x3, vérifie la compatibilité des déformations. Déterminer le champ de déplacement U auquel la poutre est soumise. Donc il y a deux parties dans la question. Première partie, vérifier la compatibilité des déformations. La deuxième partie n'a pas lieu d'être posée si les conditions de compatibilité ne sont pas vérifiées. Donc ça sous-entend ici que les équations de compatibilité, elles sont vérifiées et il faut déterminer le champ de déplacement. C'est-à-dire comment dirais-je, le champ de déplacement
on ne peut pas le calculer si les équations de compatibilité ne sont pas vérifiées. C'est-à-dire il faut d'abord avoir l'accord des équations de compatibilité pour passer à l'étape suivante qui consiste à déterminer le champ de on va voir maintenant comment on vérifie d'abord les équations de compatibilité une par une. Ensuite, on va passer au champ de déplacement par l'intégration de ces composantes. Voilà. On va voir un peu plus clair. Donc j'ai refait le dessin, comme on le fait en RDM, juste pour vous expliquer le... Voilà. On a la poutre. Donc ça, c'est on représente en 3 dimensions. Et puisqu'on est dans le plan X1, X2, j'ai représenté la poutre de cette façon qui est encastrée. Hein? Voilà. Vous avez cette section-là qui est encastrée. Donc si elle est encastrée, on n'a aucun degré de liberté. Donc toutes les particules, tous les points de cette section, la section encastrée, je vais représenter ici. Là c'est B et là c'est 2H. Donc le vecteur déplacement est égal à 0 et la rotation est égale à 0. Je vais revenir après sur la rotation, comment on définit le vecteur rotation. Donc le déplacement dans le plan. Donc, le déplacement U1, U2, parce qu'elle est dans le plan. Donc cette section-là n'a aucun degré de liberté. On va vérifier les équations de compatibilité. Je rappelle, c'est x1 c'est x, x2 c'est y, x3 c'est z. Voyons la première. Epsilon xx, je dérive 2 fois par rapport à y, c'est-à-dire 2 fois par rapport à x2, c'est 0. Epsilon yy, je dérive 2 fois par rapport à x1. Donc vous voyez, si je dérive 2 fois par rapport à x1, c'est 0. Epsilon xy, on dérive par rapport à x et par rapport à y. C'est-à-dire par rapport à x1 et par rapport à x2. Or, par rapport à y ne dépend pas de x1, donc cette dérivée est égale à 0. Donc la première équation de compatibilité est vérifiée. La seconde, on n'a aucune composante qui dépend de z, qui dépend de x3, donc cette dérivée est égale à 0. Epsilon zz est égal à 0. Epsilon yz est égal à 0. Donc, vérifier. Troisième. Epsilon xx ne dépend pas de z, ne dépend pas de x3. Epsilon zz est égal à 0. Et epsilon xz est égal à 0. Vérifier. Epsilon xx, il ne dépend pas de z, donc c'est nul. Epsilon xy ne dépend pas de x3. Il ne dépend pas de z, égal à 0.
epsilon yz et epsilon xz sont nuls. Donc cette équation est vérifiée. 0 égale 0. Cinquième équation. Donc les dérivés ici par rapport à z, nul. En plus, yz, la composante est nulle. Xz, elle est nulle. Et epsilon xy ne dépend pas de z. Donc cette équation est vérifiée. On arrive à la dernière équation. Epsilon zz est nul. Donc cette composante, tout ce nombre-là égale à 0. Et les composantes, il n'y a aucune composante qui dépend de z. C'est égal à 0. Donc les 6 équations de compatibilité sont vérifiées. Maintenant, nous avons le feu vert pour calculer le champ de déplacement. Alors, si ce n'était pas possible, le feu il reste rouge et on ne peut plus avancer. On se dit que si jamais on nous demande de calculer le champ de déplacement, on va dire que les déformations ne sont pas compatibles. Donc, on n'a pas un champ de déplacement continu pour ce problème. Alors, maintenant, voyons. Alors, on va déterminer les composants du champ de déplacement en intégrant, du champ de déplacement, oui, en intégrant les composants du tenseur de déformation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, les équations sont vérifiées. Donc les déplacements, on les détermine toujours par l'équation qui lie les déformations au déplacement. Prenons les deux composantes du tenseur du vecteur déplacement, U1, U2. U1, on le détermine par epsilon U1. Donc, ce sera la dérivée de U1 sur dx1. Et cette donnée, on l'a comme donnée de départ. Et on va intégrer. Je vais DU1, ce sera cette composante qui multiplie dx1. Et on détermine U1. On trouve U1. Puisqu'on dérive par rapport à x1, donc j'aurai toujours une constante. C'est une constante par rapport dans cette intégration, c'est-à-dire une fonction qui dépend de x2. Puisqu'on est dans un plan x1, x2, donc il n'y a pas de... la composante x3, tout est indépendant de la composante x3. Epsilon de 2, dérivée de U2 par rapport à x2, et on a donné epsilon de 2. En intégrant, on trouve la forme de U2. Voilà. Après, on passe à la composante epsilon N2. Donc, ayant la forme de U1 et de U2, donc pour se débarrasser du 1,5, on va déterminer 2 epsilon 1,2. Donc, ça les dérivés de U1 qu'on a calculé. Je la dérive par rapport à x2 et plus U2 que je vais dériver par rapport à xn à partir de ces fonctions. Donc je dérive par exemple là par rapport à x2, j'aurai moins px1 au carré sur 2ei, plus la dérivée de la fonction f de x2 par rapport à x2, plus je dérive u2 par rapport à x1. Donc on a revenu px2 au carré sur 2i, plus la dérivée de la fonction g qui dépend de x1 par rapport à x1, qui est égal à
à la donnée qu'on a, c'est-à-dire epsilon n2. Qu'on multiplie bien sûr par 2. Parce qu'on a multiplié par 2. Donc si je multiplie par 2, donc les deux simplifient, on aura 1 sur 2. D'accord? Bon, on va séparer les x1 et les x2. On obtient cette relation. Donc, sur le nombre de gauche, j'ai les x1 plus cette constante. Donc, 1 plus nu sur 2 p par h. Donc ça, c'est une constante. Et l'autre membre, le membre de droite de cette équation, j'ai les x2. Donc ce terme et ce terme, je peux les sommer. D'accord? Je vais les sommer. On aura 1 plus nu sur 2 i. Et il me reste le moins la dérivée de f de x2 par rapport à x2. On va ensuite multiplier par moins 1. On multiplie par moins 1. Donc on aura ici multiplié par moins 1, multiplié par moins 1. Alors, je vais ramener cette expression de l'autre côté de l'égalité. Je peux faire le moins, je rajoute égal à 0. Pour vous montrer que ici j'ai une fonction qui dépend de x1 et là on a une fonction qui dépend de x2. Donc ici j'ai que des termes de x1, que des termes de x2. Donc pour que ça soit nul, il faut que cette fonction soit égale à une constante qu'on appelle C0. Celle-ci, puisqu'on a le moins, doit être égale aussi à C0, de telle sorte que j'ai C moins C0 égale à 0. Oui. Donc on peut écrire que cette équation-là et qu'on va maintenant résoudre. Pour déterminer, tout ça pour déterminer g de x1 et f de x2. Prenons la première expression. Première expression égale à C0. En intégrant, on calcule g de x1. C'est à moins c0x1 plus px1 à la puissance 3 sur 6ei moins 1 plus nu sur ei p h3x1 plus une constante c2. On fait la même chose pour la fonction f de x2. Et on détermine la forme de cette fonction x2 qui va dépendre aussi d'une constante C0 et d'une autre constante C1. En tout, on a 3 constantes à déterminer qui sont C2, C0 et C1. Les constantes ne peuvent être déterminées que par les conditions aux limites en déplacement. Donc on écrit d'abord nos deux composantes. On remplace les fonctions f et g par les expressions trouvées. Et on va déterminer ces constantes. Donc vous avez la forme de U1 et la forme de U2.
Alors, je vais revenir au dessin. Tout à l'heure, comment traiter. Cette section qui est encastrée, aucun point particule appartenant à cette section ne peut se mouvoir, c'est-à-dire le déplacement est égal à 0. Aussi, la section, celle-là, ne peut pas tourner. Donc elle n'a aucun degré de liberté. Donc c'est ces conditions-là qui peuvent nous permettre de déterminer les constantes d'intégration. Voyons d'abord, on va donc situer cette section. Elle est située à x1 égale à n. D'accord ? Toutes les particules ou tous les points qui appartiennent à cette section ont des déplacements nuls. Mais pour simplifier notre problème, pourquoi ne pas prendre par exemple les points pour lesquels x2 est égal à 0, c'est-à-dire ces points-là. C'est juste pour éliminer. Vous prenez n'importe quelle coordonnée des points, son déplacement est nul. Mais on va chercher le moyen le plus facile pour déterminer ces constantes-là. Donc on prend sur x3. Donc on prend dans l'équation de u, on prend x1 égale à l et x2 est égal à 0. Et on va l'injecter dans nos deux équations. Voilà. Donc, u de x1 égale l, x2 égale à 0. Ce vecteur est nul. Donc, s'il est nul, ses composantes sont nulles. On prend u1. Donc, u1, je remplace. Vous voyez, x2 égale 0. Là, c'est 0. Là, c'est 0. Et là, c'est 0. Donc, on aura automatiquement C1 égale à 0. Ça va nous donner la première constante. Je fais la même chose pour U2. Pour U2, on pose x1 égale à L, x2 égale à 0. Donc on va cette équation U2, x2 égale à 0, donc ça c'est 0. Donc x1 est égal à L, là je remplace L, la puissance 3, L, L. Donc j'aurai une relation entre C0 et C2. Voilà, on obtient, donc on développe, on obtient une relation entre C0 et C2 qui est donnée par cette équation. Alors, il nous faut maintenant une troisième équation. La troisième équation, c'est la rotation. La section encastrée ne subit aucune rotation. On va voir comment on détermine les rotations. Rotation égale 0. C'est pas rotation, c'est pas vecteur de rotation, c'est la rotation angulaire, c'est un angle. D'accord? Pour bien être clair, c'est un angle. Donc, vous voyez que le vecteur rotation, oméga, ce que j'ai dit tout à l'heure, il est associé au grand oméga qui est la partie antisymétrique du gradient de U.
Qu'est-ce qui la compose? 0, 0, et antisymétrique. Ensuite, j'ai oméga, oméga 1, 2. Oméga 1, oméga 1, 3. D'accord? Là, je vais effacer parce que c'est pas superposé. D'accord? Oméga 1, 3. Ici, c'est oméga 2, 3. Là, c'est 0. Il est antisymétrique. Donc ici, c'est oméga 2, 1. Et oméga 1, 2 est égal à moins oméga 2, 1. Là, on a oméga 3, 1. 3, 1. Oméga 3, 1 est égal à moins oméga 1, 3. D'accord? Et on a oméga 3, 2. Oméga 3, 2 est égal à moins oméga 2, 3. C'est pour ça qu'on appelle symétrique. Alors, cette composante, c'est la rotation par rapport à x. D'accord? Cette composante, c'est la rotation par rapport à y, oméga 2. Et cette composante, c'est la rotation par rapport à z. Donc, et oméga, je sais que oméga ij est égal à 1 demi de ui virgule j moins uj virgule i, la partie antisymétrique. Donc je l'exprime en fonction des dérivés. Donc ça sera oméga 3,2, c'est u3,2 moins u2,3. Donc en fonction de u3,2, c'est-à-dire la dérang u3 sur dérang x2, comme u3 égale à 0, c'est 0, et oméga 2,3, oméga pardon, 2,3, ça c'est pas 2,2, c'est u ça. D'accord? Ça c'est u. 2,3, c'est dérang u2 sur des x3. Et comme u2 ne dépend pas de x3, c'est 0. Oméga 2, oméga 1, 3. Donc c'est u1,3, non u3,1. Donc c'est u1, dérivé de u1 par rapport à x3, il ne dépend pas de x3, donc c'est dérivé u, moins u3, la dérivée de u3 par rapport à x1. u3 égale à 0, donc cette dérivée est égale à 0. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester la rotation par rapport à x3. La section tourne autour de x3. C'est oméga de 1, c'est 1 demi de u2,1 moins u1,2. Donc c'est 1 demi de la dérivée de u2 par rapport à x1 plus la dérivée de u1 par rapport à x2. Or, nous avons déterminé le u2 et le u1. Donc il nous faut maintenant dériver ces deux composantes. U2, je la dérive par rapport à x1 et u1, je la dérive par rapport à x2. On sait dès le départ que u1 ne dépend que de x1 et x2 et u2 ne dépend que de x1 et x2 et u3 est égal à 0. D'accord? Donc la section ne tourne que par rapport la section ne tourne que par rapport à x3. Vous voyez, si je représente la poutre, quand elle est déformée, vous avez les sections qui tournent.
toutes les sections, tout. Si je représente les sections. Celle-ci, tourne. Et section, donc c'est ça là, la rotation. Et la rotation se fait par rapport à quoi? Par rapport à l'axe X3. Section tourne par rapport à X3. Voici l'explication. Donc maintenant, on va revenir à notre démonstration pour déterminer les constantes qui restent. Voilà. Donc oméga de 1, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Hein, et bien sûr, toujours sur la section encastrée. On connaît l'expression de U1. U1, je la dérive par rapport à X2. Je la dérive. Ensuite, j'injecte les coordonnées de cette section. C'est-à-dire X1 est égal à L et X2 égal à 0. On obtient que dU1 dx2, ce sera moins PL à la puissance 2 sur 2 EI plus une constante C0. On fait la même chose pour U2. Donc U2, on dérive U2 par rapport à X1. Et on injecte les coordonnées de la section. Enfin, de la section. Et on prend un axe qui nous simplifie les calculs, c'est pour x2 égale à 0. Et on obtient cette relation. On va sommer maintenant nos deux dérivés partiels. Voilà, en les sommant, hein, on aura cette expression-là qui va nous déterminer C0. Ça va déterminer C0. Et connaissant C0, on va revenir à l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure qui lie C0 à une autre constante. On a déterminé tout à l'heure en posant les conditions aux limites en déplacement. Voilà cette relation C0L moins C2. Donc, on aura là, si vous voulez, en tout, si on récapitule, on a trois équations à trois inconnus. C1, c'est donné. Ça, c'est la deuxième équation. C2 qui est C0 et C2. Et vous avez la troisième équation qu'on a déterminée par le biais de la rotation qui est nue sur la section. On trouve C0. Et connaissant C0, on calcule C2. Ensuite, on va revenir à notre champ de déplacement pour injecter les expressions des trois constantes qui sont C1, C0 et C2. Et on aura ce champ de déplacement qui a pour composante U1 et U2. Et par cette méthode-là, on peut même calculer la flèche. Quand x est égal à L, on peut calculer la flèche de la poutre. Voilà. Sur ce se termine cette séance vidéo.
J'espère que j'ai été clair pour ce problème qui est compliqué quand même. Il n'y a pas assez d'exercices sur les équations de compatibilité de déformation. Et c'est ambigu aussi pour déterminer le champ de déplacement si on connaît les composantes du tenseur de déformation. J'espère que vous allez tirer profit de cette séance. Les prochaines séances seront consacrées aux tenseurs de contraintes. Donc je vais faire une série de séances. Je ne sais pas le nombre. Donc il y aura sûrement des séances consacrées au cours et d'autres consacrées aux exercices. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.